Salut, bienvenue à vous dans ces cours dans lesquels nous allons parler du paludisme. Je crois que vous avez déjà entendu parler ce que c'est le paludisme, mais à moi, c'est une pathologie infectieuse. Et dans ces cours complets, tant pour les professionnels que pour les étudiants en milieu tropical, nous verrons partant de la définition du paludisme jusqu'à sa prise en charge, tout en passant par son étiologie, sa physiopathologie, ainsi que sa pharmacodynamie. Alors, pour pouvoir y parvenir, nous avons 5 points. Le premier point sera alors la définition et l'épidémiologie. Nous verrons en soi c'est quoi le paludisme et du point de vue mondial, quelles sont ces données. Et deuxièmement, nous allons voir qu'est-ce qui est à la base de cette pathologie infectieuse et pour ces germes, comment ou quel est son cycle évolutif. Et troisièmement, nous verrons la physiopathologie de cette pathologie, et ainsi donc son expression clinique. Quatrièmement, nous verrons la gravité liée à cette pathologie, mais aussi certaines de ses spécificités pédiatriques, et nous finirons ce point par la paraclinique. Et pour pouvoir finir ces cours complets, nous verrons comment prendre en charge cette pathologie et pour ce qui est de l'autre, comment évolue son système immunitaire. Et enfin, nous allons voir si possible le perceptif moderne, puisque aujourd'hui, le scientifique parle de plus en plus de vaccins. Nous verrons quels sont ces vaccins qui sont en cours d'être testés et comment est-ce qu'ils agissent. Alors, commençons premièrement par notre premier point ou notre première partie qui se concentre tout justement à la définition, ensuite donc à l'expertise mondiale ou de ce qui est du point de vue mondial le paludisme, donc de son épidémiologie. En ce qu'on devait connaître du point de vue définition, le paludisme c'est une infection parasitaire due à un protozoaire du germe Plasmodium. Un protozoaire n'est rien d'autre qu'un parasite. Cela veut dire que le paludisme, c'est une infection causée par un parasite et ces parasites appartiennent à la famille des protozoaires. Et dans cette famille de protozoaires, il existe plusieurs genres, mais le genre spécifique pour cette infection parasitaire qui est le paludisme n'est rien d'autre que le plasmodium. Ce plasmodium sera transmis à l'homme lors de la piqûre d'un moustique et c'est la norphèle. Pourquoi la norphèle? Parce que pour assurer la maturation de ce jet, elle a besoin exclusivement d'un repas sanguin. Et c'est au cours de ces repas sanguins qu'il va alors régurgiter le germe ou encore le plasmodium et chez l'homme, ce plasmodium va évoluer. Et nous verrons un peu plus loin comment est-ce que ces plasmodiums qui sont régurgités par la norphèle va évoluer. Et ça constituera notre deuxième point où nous allons parler du cycle évolutif. Mais du point de vue mondial, nous avons dit que cette pathologie, elle est redoutée en fonction de ses conséquences, ce qui fait en sorte qu'en 2023, l'OMS a estimé au moins 263 millions de cas, c'est-à-dire des personnes qui ont été infectées ou encore des cas de paludisme qui ont été enregistrés au monde. Et pour ces chiffres de 263 millions de cas, il y avait 597 000 décès. Et c'est là dans 83 pays africains. Je m'excuse, dans 83 pays. Et nous allons voir que ces pays sont beaucoup plus le pays où est passée la ligne équatoriale et ces chiffres beaucoup plus concentrés en Afrique puisqu'on avait vu sur les 263 millions de cas enregistrés en 2023, 94% étaient exclusivement en Afrique. Et pour ces chiffres de 597 000 décès, 95% étaient aussi en Afrique. Et dans ces 95%, on s'était rendu compte que 76% c'était exclusivement des enfants
de moins de 5 ans, c'est-à-dire de 0 à 5 ans. Ce qui veut dire que le paludisme, qui est cette infection parasitaire, elle est tellement redoutée en fonction de ses conséquences. Et ces conséquences sont beaucoup plus accentuées ou prononcées chez les enfants. Voyons à présent notre deuxième point, ce point qui se concentre absolument à l'étiologie. Nous venons de voir qu'en soi, le paludisme, qui est cette infection parasitaire, est causé par un parasite, comme je le dis, infection parasitaire, mais ce n'est pas tout le parasite, bien sûr, il s'agit de parasites protozoaires, comme on en a défini, et dans ces protozoaires, on a parlé du genre Plasmodium. Nous allons revenir dans cette classification pour apporter un peu plus de spécificité. Mais en outre de cette étiologie, ce point aussi va beaucoup plus nous montrer comment va évoluer ces plasmodiums que l'anophèle va regurgiter lors de son repas sanguin dans les torrents de l'homme. Ainsi donc, nous verrons le germe plasmodium en soi et de son évolution tant chez l'hôte que chez le vecteur, et entre guillemets le vecteur qui transmet ou qui est responsable de la transmission de ces genres plasmodium n'est rien d'autre que l'anophèle. Alors, on avait dit qu'au préalable que le paludisme était causé par un protozoaire sporozoaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Un protozoaire, en soi d'abord, c'est un parasite. Nous connaissons ce que c'est un parasite. On va beaucoup plus se marteler au niveau des protozoaires. Les protozoaires, ce sont des êtres unicellulaires qui, en réalité, n'ont pas en fait des flagelles ou encore de moyens de locomotion de manière propre. Mais cela peut arriver qu'ils puissent avoir certains appareils locomoteurs au cours de leur cycle vital, mais en soi, ils n'en ont pas. Et pour qu'ils puissent se reproduire, ils ont besoin de passer par plusieurs hôtes, ou encore en quelque sorte, leur cycle va intervenir plusieurs hôtes. Et ces genres des êtres vivants unicellulaires sont des protozoaires. Des sporozoaires, pardon, dans la famille des protozoaires. Ainsi donc, le plasmodium est un protozoaire sporozoaire. Il existe plusieurs espèces dans ces genres plasmodium, mais de ces plusieurs espèces, à ce jour, 5 seulement sont pathogènes. Lesquels sont ces 5? Nous avons en premier lieu le Plasmodium falciparum. Je le mets en rouge, pourquoi? Parce que la forme est la plus grave, ou pour la forme le plus grave de cette infection, qui est le paludisme, elle semble beaucoup plus causée par le Plasmodium falciparum. On a encore d'autres espèces, en l'occurrence le Plasmodium ovale, vivax, malar et crazy. Alors, vous allez voir avec moi que la physiopathologie que nous allons essayer de pouvoir décrire, et surtout pour ce qui est de la gravité, elles sont beaucoup plus liées au Plasmodium falciparum. Alors, qu'en est-il de son cycle évolutif? Alors, pour comprendre comment évolue le genre Plasmodium, il faut le spécifier dans des environnements différents. Quand je dis des environnements différents, je parle tout justement de l'hôte qui est l'homme, mais aussi du vecteur qui est l'anophèle. Ce qui veut dire, dans l'anophèle, le plasmodium évolue également. Et ce cycle évolutif dans l'anophèle du plasmodium est appelé la sporogonie. Pourquoi la sporogonie? Parce que ce cycle va aboutir à la formation des sporocytes. Et ce cycle qui est appelé la sporogonie est aussi appelé cycle sexué. Nous verrons pourquoi cycle sexué. Mais pour ce qui est de l'hôte, le cycle évolutif du plasmodium est appelé la schizogonie. Pourquoi? Parce que ce cycle aboutira à la formation des schizontes. Et aussi bien appelé schizogonie, on peut aussi l'appeler cycle
asexué. Nous avons dit qu'au départ, lors du repas sanguin, que l'anophèle avait besoin du sang humain pour pouvoir assurer la maturité des sujets. En bénéficiant de ces repas sanguins, il régurgite alors le sporozoïde. Le sporozoïde qui sont en fait des produits finaux de sa sporogonie. Et le nombre total des sporozoïdes régurgités dans les torrents sanguins seront éliminés. Et on se rend compte que seulement 10%, c'est-à-dire les 90% des sporozoïdes régurgités lors du repas sanguin de l'anophèle seront détruits. Et nous verrons, ils seront détruits par quoi? Je peux anticiper pour dire, c'est grâce aux cellules de défense, entre autres le macrophage, en sachant que nous le verrons un peu plus en détail, mais le 10% restant vont pouvoir arriver au niveau du foie. Et c'est donc lorsqu'ils parviennent au niveau du foie que la schizogonie peut-elle alors commencer. Et c'est donc cette schizogonie, on se rend compte, va alors se subdiviser en deux parties. Il y aura une partie qui va se dérouler au niveau du foie, ok? Et c'est la phase hépatique ou encore la phase pré-érythrocytaire. Et dans sa deuxième phase ou dans la seconde phase, on aura la phase érythrocytaire ou la phase sanguine. Qu'est-ce que cela veut dire? En soi, le cycle évolutif du plasmodium chez l'hôte est appelé schizogonie. Cette schizogonie se déroule en deux phases. Il y a la phase hépatique, c'est-à-dire l'évolution du cycle, évolution du plasmodium exclusivement au niveau du foie, de l'hôte. Et la deuxième phase, c'est la phase érythrocytaire, qui veut dire l'évolution du plasmodium au niveau des érythrocytes ou encore au niveau des globules rouges. Comme la phase hépatique précède la phase érythrocytaire, on peut aussi l'appeler la phase pré-érythrocytaire. Et comme la phase érythrocytaire elle se déroule au niveau du thorax sanguin, elle peut aussi être appelée la phase sanguine. C'est ce qui explique ces différentes appellations. Il faut alors retenir que durant la schizogonie, le cycle est asexué. Et nous verrons en quoi constitue le cycle sexué et le cycle asexué. Néanmoins, voyons en détail comment se déroule ce cycle évolutif. Lorsque nous regardons de l'autre côté, nous voyons la phase vectorielle, qui n'est rien d'autre que la sporogonie. On peut se rendre compte, on est en train de dire, c'est le cycle sporogonique. On avait dit pourquoi cette phase est appelée cycle sporogonique. Pourquoi? Tout justement parce que ce cycle aboutit à la formation des sporozoïdes. Ces sporozoïdes, ce sont cette forme qui sera injectée à l'homme lors du repas sanguin de l'anophèle. Et de l'autre côté, on avait dit que chez l'hôte, c'était la schizogonie. Et la schizogonie qui se déroule en deux phases. On avait la phase hépatique, ok? Et on a la phase sanguine. Commençons premièrement par le contact, c'est-à-dire lors du repas sanguin. Je veux dire que lorsque l'anophèle a besoin de pouvoir assurer la maturité des sujets, cela est indispensable, ou je dirais, cette maturation exige de manière indispensable le sang. Et c'est donc, il ira ou elle ira prendre du sang chez l'hôte, et en prenant du sang, va alors régurgiter le sporozoïde. Le sporozoïde, on avait vu que 90% de ces sporozoïdes seront détruits par les systèmes immunitaires, les macrophages, les cellules, tout comme ça. Ainsi donc, 10% seulement vont pouvoir parvenir ou vont arriver au niveau du foie et vont débiter la phase hépatique. Ainsi donc, ces sporozoïdes vont pénétrer les hépatocytes, c'est-à-dire le cellules du foie, et vont se multiplier là. Ici, on peut voir
Ça, c'est un hépatocyte sain, non infecté, qui est entouré des sporozoïdes. Ici, donc, ici, on peut voir un hépatocyte infecté. Pourquoi? Parce que là, il y a un sporozoïde. Ainsi donc, ces sporozoïdes vont se multiplier à l'intérieur des hépatocytes. Ainsi donc, après un certain moment, ils vont occuper où leur multiplication sera tellement intense au point de détruire le hépatocyte et d'occuper toute sa surface et vont s'éclater. Ainsi donc, en s'éclatant, à l'entrée, c'était des sporozoïdes qui se sont multipliés dans les hépatocytes et puis les hépatocytes éclatent et vont faire sortir le schizonte. On avait dit au départ que la schizogonie est-elle appelée ainsi? Pourquoi? Parce qu'elle aboutit à la formation des schizontes. Et la première phase de formation des schizontes, c'est absolument la phase hépatique, où les sporozoïdes vont se multiplier à l'intérieur des hépatocytes infectés et puis on aura la formation des schizontes. Ça, c'est la phase hépatique. Cette phase est appelée aussi pré-érythrocytaire ou encore exo-érythrocytaire. Pourquoi? Parce que ça se déroule en dehors des érythrocytes. Par exemple, quand on parle des exo-érythrocytaires ou encore pré-érythrocytaire. Pourquoi? Parce qu'elle précède la phase érythrocytaire. Ensuite, donc, les hépatocytes qui sont infectés et leur éclatement va faire sortir des schizontes. Ok? Ces schizontes vont se retrouver au niveau du thorax sanguin, ainsi que la phase érythrocytaire ou sanguine de la schizogonie peut-elle alors commencer. Alors, on est là, les schizontes vont infecter le globule rouge et à l'intérieur de ces globules rouges infectés, ces schizontes vont se multiplier. Ils vont se multiplier, arriver au stade de trophozoïdes. Ces trophozoïdes vont se transformer en schizontes et à chaque fois qu'il y a éclatement des globules rouges, ce sont en fait les schizontes qui seront éjectés ou encore qui seront déversés dans les torrents sanguins. On peut comprendre que les schizontes sortant ou encore provenant de la phase hépatique qui infectent le globule rouge vont être transformés en trophozoïdes et ces transformations en trophozoïdes vont donner les schizontes qui seront éjectés dans les torrents sanguins après éclatement des vaisseaux vont constituer un cycle. Ok? Et de ces cycles, certains de ces trophozoïdes vont se différencier à gamètes. Et ces gamètes vont prendre, vous voyez, du flagelle. On avait défini les sporozoïdes comme ces êtres humains sans flagelle, mais qui peuvent en avoir à une certaine phase de leur cycle évolutif. Et c'est donc les trophozoïdes qui parviennent à se différencier en gamètes. Okay? On aura deux types de gamètes. On aura des gamètes mâles et des gamètes femelles. Le gamète mâle qui sera un peu plus petit par rapport aux gamètes femelles. Ce sont ces gamètes qui seront alors régurgités ou aspirés par l'anophèle. Ce qui veut dire, lorsque l'anophèle va pouvoir prendre le repas sanguin, la première des choses, c'est qu'il va éjecter ou injecter une substance anesthésique. Et en injectant cette substance, ça va s'accompagner des sporozoïdes qui seront injectés dans le thorax sanguin. Et lorsqu'elle va aspirer le sang, elle va aspirer également les gamètes, encore le trophozoïde. Ces trophozoïdes qui vont se différencier, le mâle et la femelle vont assurer la reproduction sexuée pour donner au kinète. Le kinète va donner au cyste et la rupture de ces cystes vont donner
la présence des trophozoïdes, et ces trophozoïdes vont se retrouver au niveau du proventricule de la nacelle, ce qui va constituer alors le cycle évolutif. Alors, lorsqu'on regarde de l'autre côté, le I, ce sont des stades infectieux. Infectieux, pourquoi chez beaucoup plus chez l'autre, il n'y aura rien chez lui. Et D sont des stades de diagnostic. C'est à ce niveau qu'on peut alors pouvoir avoir les différentes manifestations. Non, on avait dit qu'en ayant du plasmodium, il existe des falciparum, il existe d'autres formes. Et ces formes, beaucoup plus vivaces et ovales, vont avoir certaines formes de quiescence, c'est-à-dire ils vont pouvoir se cacher afin de se manifester tardivement. Et lorsqu'ils vont prendre cette forme pour résister ou se cacher, on les appelle les hypnoïdes et ce ne sont pas des schizantes. Alors, c'est dans ces termes ou avec ces mots qu'on peut finir cette partie sur l'étiologie où nous avons vu que le paludisme est causé par un plasmodium. On a vu qu'il existe plusieurs espèces, mais le plus pathogène ou encore le pathogène sont 5. On a cité Vivax, on a cité Falciparum, Ovale Vivax, on a dit comme ça. On avait vu que le cycle ou encore le plasmodium va évoluer en des cycles. On aura un cycle sexué qui est la sporogonie va se dérouler chez l'hôte. Et puis deuxièmement, on aura un cycle asexué qui est la schizogonie qui va se dérouler chez l'hôte. Je m'excuse, la sporogonie chez l'homme en fait. On a vu en quoi consiste chacune de ces phases ou chacun de ces cycles et nous avons fini par dire qu'il peut exister des formes de recrudescence qui sont en fait des hypnoïdes pour le vivax et ovale. Parlons à présent de la physiopathologie de la clinique. Pour ce qui est de la physiopathologie et clinique, exclusivement, nous avons dit que les phases de diagnostic sont on peut comprendre au niveau de la phase érythrocytaire. Okay. Si on verra comment est-ce que ou quels sont les mécanismes qui expliquent en réalité l'expression clinique du cycle évolutif du plasmodium d'Alops dans ces stades infectieux ou de diagnostic. Et pour y parvenir, comme il s'agit d'une maladie inflammatoire, d'une inflammation, pardon, nous allons voir ou parler des mécanismes mécaniques ainsi inflammatoires à la base de cette expression clinique. Alors, premièrement, voyons en quoi consiste la clinique classique du plasmodium. Comme toute maladie infectieuse, il y a la fièvre. Il peut y avoir des troubles digestifs, nous verrons pourquoi les troubles digestifs. Il peut y avoir des myalgies, des arthralgies. En quelque sorte, l'élément le plus important ou en termes d'orientation dans la clinique classique du plasmodium, c'est la fièvre. Cette fièvre peut survenir tous les 3 jours ou encore tous les 4 jours. Et c'est donc on peut parler des tierces ou des quarts. On ne va pas vraiment se marteler là-dessus. Pour ce qui est des troubles digestifs, on peut avoir des nausées tout comme des vomissements. Mais toutefois, on avait dit que le stade infectieux est exclusivement lié au stade et exclusivement lié à la phase érythrocytaire de la schizogonie. Ce qui veut dire, c'est possible que vous ayez de l'ictère, c'est possible que vous ayez une palaire cutanéomycèse. L'ictère, palaire cutanéomycèse ne font qu'exprimer la destruction de ces globules rouges, ou en quelque sorte l'anémie. Et nous verrons un peu plus loin comment est-ce que cela va s'installer et le mécanisme mécanique mais aussi inflammatoire qui explique cette anémie.
Par là, on peut comprendre que diverses manifestations peuvent se présenter, comme on en a vu, fièvre, troubles digestifs, tout consort, allant d'une clinique simple, paludisme simple, à une clinique grave pour le paludisme grave. Et en élément de gravité du paludisme, c'est l'anémie. Nous venons de le voir, on peut aussi assister à un tableau d'anémie. Et cette expression clinique va dépendre d'un sujet à un autre. On verra le terrain ou encore il existe certains facteurs qui prédisposent à pouvoir faire un pali simple, tout comme il y en a ceux qui prédisposent à pouvoir faire un pali grave. Alors, quels sont ces facteurs? C'est ce que nous allons essayer un peu de voir ici. Alors, d'abord, pour mieux comprendre la pathogénie du paludisme, il faut bien assimiler son cycle asexué. Nous avons dit que le cycle asexué, c'est ce qui est la schizogonie, et que la schizogonie se déroule en deux phases. Il y avait la phase hépatique et il y avait la phase érythrocytaire. Dans la phase érythrocytaire, nous avons vu, d'abord, dans la phase hépatique, nous avons vu que les trophozoïdes vont détruire les hépatocytes et aboutir à la formation des schizontes. Ces schizontes qui vont infecter les globules rouges dans la phase érythrocytaire et aboutir à la formation des schizontes avec comme conséquence destruction des globules rouges. Alors, partant de cela, on peut alors mieux expliquer les différents tableaux cliniques qu'on peut avoir. Mais toutefois, on a dit que l'expression grave ou simple du paludisme tenait compte de certains facteurs, entre autres l'immunité. Car il s'agit d'une infection. L'immunité qui va intervenir, mais cette immunité en soi, elle est dépendante elle-même de certains facteurs. Dans le premier, c'est qu'il faudrait savoir que cette immunité, elle n'est pas innée, c'est-à-dire on n'est pas né avec toutes les capacités de faire face au paludisme, mais elle est acquise. C'est-à-dire, c'est au cours des infections répétées qu'on peut alors acquérir cette capacité de pouvoir se défendre. Ce qui veut dire, la capacité de se défendre d'un enfant n'est pas celle qu'aura un adulte qui a fait beaucoup d'infections. Ok? Du paludisme. Ce qui veut dire en outre également que un adulte qui n'a pas fait autant d'infections, paludisme, c'est-à-dire qui habite dans un environnement où le plasmodium ou encore le paludisme, c'est-à-dire dans un environnement non tropical, son immunité, elle sera moindre par rapport à quelqu'un moins âgé que lui, mais habitant dans un environnement tropical. Cela veut dire, si l'immunité, elle n'est pas innée, mais elle est acquise, l'acquisition de cette immunité se développe au fur et à mesure qu'on est exposé aux piqûres d'anophèles. Cela tient compte de l'âge, comme je le dis. Un adulte dans un milieu tropical est exposé autant de fois à des piqûres, il a fait autant de fois la maladie et son corps s'est adapté en ayant certaines capacités. Deuxièmement, de la géographie. Celui qui ne vit pas dans un environnement tropical, alors il ne sera pas non plus exposé à des anophèles et n'aura pas non plus cette humidité. Par conséquent, ces terrains, ça constituera un terrain de gravité pour pouvoir développer un paludisme grave. Et le deuxième élément, c'est qu'il faudrait savoir que cette immunité qui n'est pas innée mais elle est acquise, aussi elle est dépendante du terrain, la grossesse, des immunités ou enfants. Ce qui fait en sorte que l'OMS classe de nos jours les femmes enceintes ainsi que les enfants comme les personnes présentant plus de risques. Ce qui fait aussi qu'on puisse parler tout justement de paludisme grave chez la femme enceinte. Et non seulement la femme enceinte, non seulement les enfants, mais aussi ces sujets qui n'habitent pas des milieux tropicaux, ils constituent en outre un terrain propice pour pouvoir faire des formes graves du paludisme. Ainsi que le terrain déjà avec une immunité diminuée ou moindre, ça constitue tout comme la grossesse elle-même constitue un élément
d'immunodépression. Et troisièmement, le critère ou encore la caractéristique des non permanentes. C'est-à-dire, cette immunité, elle n'est pas permanente. Vous pouvez l'acquérir aujourd'hui et au fur et à mesure la perdre. Pourquoi? Un sujet peut se retrouver aujourd'hui dans un milieu tropical et se déplacer. Ainsi donc, qui s'est déplacé, cette immunité, elle ne sera plus permanente. Si elle revient après beaucoup d'années dans ces mêmes milieux tropicaux, il présentera le même risque que celui qui ne vit pas sous le milieu tropical. Et en cinquième lieu, et cela tient aussi compte de certains facteurs génétiques. Entre autres, on peut voir que les personnes ayant un déficit en enzymatique, en G6PD, ou encore le drépanocytaire, ils font de plus en plus rares certaines formes graves du paludisme. Pourquoi? Tout justement, premièrement en raison du stress oxydatif chez les personnes en déficit de G6PD et aussi de la forme pour ceux qui sont drépanocytaires, la forme de la globule rouge qui ne constitue pas en réalité un milieu favorable à la phase érythrocytaire. Alors, parlons à présent de ces deux mécanismes. Nous avons dit tantôt qu'il existerait des mécanismes, l'un étant physique, mécanique, et d'autres étant inflammatoire, qui expliquent en réalité l'anémie. Et partant de cette anémie qu'on peut avoir certaines expressions cliniques, ou je dirais, partant de la phase érythrocytaire qu'on aura toutes ces manifestations cliniques. Alors, pour ce qui est de ces mécanismes, nous avons vu que le premier, ce n'était rien d'autre qu'un mécanisme qui était mécanique, et ces mécanismes mécaniques constituent à l'adhérence des hématies parasitées. Et deuxièmement, on aura une cascade des cytokines. Cette cascade des cytokines constitue l'expression ou encore le mécanisme inflammatoire consécutif à l'expression clinique du plasmodium. Alors, nous allons voir certains des signes de gravité quand nous allons parler des éléments de gravité. Commençons à présent ou de manière anticipée pouvoir parler des cytokines, bien sûr qu'on y reviendra. Alors, ce qu'il faudrait savoir que les cytokines, ce sont ces protéines inflammatoires, et ces protéines inflammatoires vont participer à la pathogénie du paludisme, entre autres le NTF-alpha ou encore le facteur tumoral de nécrose alpha, qui va jouer un rôle essentiel. Et nous verrons comment est-ce qu'il est sécrété, en quoi consiste son rôle. Ce qu'il faudrait savoir, il sera sécrété par le macrophage. On verra d'où viendront les macrophages et quel sera leur rôle. Entre autres, on avait dit que lors du repas sanguin, 90% de ces sporozoïdes ont été détruits par le système réticulo. Et dans ce système réticulo, on a en soi les macrophages qui vont intervenir, pouvoir tuer. En intervenant, ils vont, entre autres, sécréter cette cytokine. Et cette cytokine va intervenir ou va expliquer la fièvre ainsi que l'œdème cérébral. Certes, ça ne sera pas au début, mais ça sera beaucoup plus au niveau, ça sera exclusivement au niveau de la phase érythrocytaire. Et en occasionnant un dérèglement au niveau du centre thermique, on peut avoir la fièvre. Et cette fièvre en soi peut être soit un des mécanismes immunologiques qui explique les comment ou qui explique les tentatives de défense, ok? Puisque en soi, certains enzymes sont inactivés à une certaine température, ou pour activer d'autres, il faut certaines températures. Bien que cette fièvre peut s'expliquer aussi dans ce contexte immunologique, mais aussi peut constituer un signe clinique de notre paludisme. En dehors de la pathogénie de la fièvre, il peut y avoir aussi de l'œdème. Son élévation est corrélée au pronostic.
Cela veut dire plus c'est élevé, plus le pronostic pouvait s'imaginer. En fait, la sécrétion de TF-alpha s'intègre dans une cascade d'autres cytokines. C'est-à-dire, avant que cela ne soit sécrété, ou sa sécrétion, elle n'est pas sécrétée seule, cette cytokine, mais aussi en outre, on a les interleukines 1, B, 3, 10, on a l'interféron gamma, on a le GSGF. Alors, c'était juste un aperçu. Nous allons revenir pour pouvoir parler de cette cascade inflammatoire réalisée ou encore avec comme expression ou molécule en cause le cytokine qui sont en fait les molécules inflammatoires. Alors, on va voir la gravité dans notre quatrième point et partant de cette gravité, nous allons réciter nous allons revenir pour pouvoir parler de manière approfondie de ces mécanismes mécaniques et inflammatoires et nous verrons aussi le spécificité pédiatrique ainsi que la partie paraclinique. Alors, commençons par la gravité. Quels sont les éléments de gravité? Faisons évoquer, faisons évoquer une gravité. Oh non, c'est acronyme, si je peux le dire ainsi, ACHIO. Dans A, on peut y avoir comme élément de gravité l'anémie. Nous allons vraiment nous focaliser là pour expliquer surtout dans la phase érythrocytaire. On a l'asthénie physique qui peut être intense, qui ne peut pas être intense, mais lorsqu'elle est intense, ça fait partie de ces éléments de gravité. On a aussi l'acidose métabolique. Dans le groupe de C, on peut y avoir comme élément de gravité comment convulsion, choc, CIVD. Et dans le groupe H, on peut y avoir une hypoglycémie, une hémoglobinurie. Et dans le groupe I, on peut y avoir une insuffisance rénale aiguë. Dans l'expression clinique, sera une oligoanurie. Et pour finir, on peut y avoir un OAP. Et dans l'expression clinique, ça sera un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Voyons qu'il existe des éléments de gravité. Et s'il faudrait pouvoir expliquer en détail chacun de ces critères de gravité ou ces éléments de gravité, ça nous prendra beaucoup d'heures. Néanmoins, on verra quelques-uns de ces éléments de gravité le plus fréquemment rencontrés. Entre autres, l'anémie, on verra si possible l'acidose métabolique, les convections, on verra l'hypoglycémie, l'hémoglobinurie, l'insuffisance rénale aiguë, ainsi que l'OAP. Ou encore édème aigu du poumon. Alors, on avait dit l'autre fois que l'expression clinique simple ou grave était dépendante de certains terrains. Maintenant, quelles sont ces formes le plus susceptibles de pouvoir développer le paludisme grave? On peut citer, ce sont les sujets non ou insuffisamment immunisés. Et quels sont ces sujets? Le nourrisson, les enfants, les femmes enceintes, les migrants venant d'une zone non endémique, expatriés revenant au pays après une période de plusieurs mois. On en a évoqué les touristes, les travailleurs, le sujet asplénique. La rate, pourquoi? Puisqu'on avait dit que ça faisait partie de ces systèmes réticulaires endoplasmiques par ses capacités immunologiques et mécaniques de pouvoir filtrer, pour constituer un rôle important dans la régulation de la parasitémie. Et on verra en quelque sorte ou de manière littéraire ce qu'ils disent que la rate c'est cimetière des globules rouges infectés. Aussi longtemps que ces globules rouges infectés détruits ne sont pas infectés, ne sont pas détruits, on peut s'attendre à plusieurs choses que nous allons expliquer. Ce qui fait en sorte que le sujet asplénique constitue ces terrains susceptibles de pouvoir faire de forme grave du paludisme. Et nous avons vu quels sont les éléments qui nous font évoquer une forme grave. Commençons à présent par l'anémie. L'anémie ou la physiopathologie de l'anémie est expliquée par des mécanismes.
on va expliquer en soi la phase érythrocytaire. On a le mécanisme mécanique qu'on a toujours répété et le mécanisme inflammatoire. Dans le mécanisme mécanique, on a ce qu'on appelle la cytoadhérence. Le mot adhérence, cytocellule. Et dans la cytoadhérence, ça s'explique par trois processus. On a les KNOPS, les parasites, le globule rouge qui sont parasités vont s'adhérer à l'endothélium, c'est-à-dire à la membrane du vaisseau sanguin, et vont s'adhérer et constituer en lieu, je dirais, d'obstacle ou encore d'obstruction. C'est ça l'adhérence KNOPS. Il y aura aussi ce qu'on appelle le rosetting. Rosetting, ce sera le parasite qui sont infectés, parasités. Les globules rouges parasités vont s'adhérer eux-mêmes. Non, vont s'adhérer autour de globules rouges qui sont normales. Par contre, dans l'auto-agglutination, auto, c'est-à-dire soi-même, c'est-à-dire le globule rouge parasité vont s'adhérer entre eux. Et nous verrons que cette adhérence va expliquer l'obstruction, va expliquer la destruction des globules rouges, vont expliquer ces déficits en globules rouges et l'expression clinique. Et deuxièmement, dans le mécanisme inflammatoire, il y a exclusivement les cytokines qui vont intervenir. Alors, commençons premièrement par les KNOPS pour expliquer comment est-ce que les parasites, les globules rouges parasités vont aller s'adhérer au niveau de la membrane du vaisseau sanguin. Premièrement, ça c'est notre globule rouge. Ce globule rouge n'est pas infecté. Quand tu l'es infecté, le plasmodium qu'il contient en cours de reproduction vont exprimer certains récepteurs. Okay? Ces récepteurs, actuellement, on en a trois types. On a le récepteur protéines membranaires des érythrocytes pour le plasmodium, les PFEMP. On a les RESA, on a les HRP. Ce sont ces protéines qui sont les récepteurs que le globule rouge va exprimer sur sa surface comme signe qu'il est infecté. Ces globules rouges, avec expression de récepteurs du plasmodium, ces récepteurs vont aller se fixer au niveau des récepteurs retrouvés dans le niveau des endothéliums. C'est-à-dire, en soi, le globule rouge a ses récepteurs, a des antigènes, si je peux le dire ainsi. Ces antigènes, ce sont des glycoprotéines qui expriment notre groupage sanguin. Mais lorsqu'il est infecté, il y aura d'autres protéines des surfaces qui vont être exprimées, qui sont pathogènes, et ces cellules, ces récepteurs pathogènes auront des sites d'ancrage, ils vont se fixer au niveau de certains récepteurs retrouvés au niveau des endothéliums, au niveau de l'endothélium, ou encore au niveau de la membrane des vaisseaux sanguins. Ces récepteurs sont des récepteurs exprimés de manière normale, nourrissant de la pathogénie. Ce sont des récepteurs qui sont normaux. Ces récepteurs des globules rouges infectés vont aller se fixer là. Et en se fixant, vont entraîner une cytoadhérence. Cette cytoadhérence qu'on a appelée KNOPS. Alors, quels sont ces récepteurs qui vont accepter ou qui seront le point d'accroche des récepteurs du plasmodium? Il existe plusieurs. On a les ICAM1, on a la protéine D636, on a la thrombospondine, on a la sélectine E, on a VICAM1. Mais aussi, il existe des récepteurs au niveau du plan θ qui vont constituer les sites d'ancrage
des globules rouges infectés. Si ces récepteurs, on en a deux. Il y a la chondroïtine sulfate A et on a héparine sulfate A. C'est ce qui va même expliquer la forme congénitale du paludisme. La cytoadhérence sera amplifiée par le système de Rosette. On avait dit Rosette, c'est lorsque on a le globule rouge infecté, ok, qui vont s'accoler ou s'adhérer à d'autres globules rouges non infectés. Non seulement le système de Rosette, mais aussi l'agglutination de zomaties saines autour de zomaties parasitées. Cette rosette ou ces rosettes peuvent obstruer les capillaires, comme on en a dit, et induire une séquestration. À cela va s'ajouter d'autres phénomènes que nous allons expliquer. Mais partons de la séquestration, c'est-à-dire cette obstruction du vaisseau. Plus il y a la séquestration, plus il y a la destruction de globules rouges. Plus il y a la destruction de globules rouges, plus il y aura l'anémie. C'est donc dans l'autoglutination, on avait dit que c'est l'un des mécanismes qui explique la cytoadhérence. Ici, on aura le globule rouge qui sont infectés, exprimant les différents récepteurs, ils vont s'adhérer entre eux et constituer une obstruction. En amont de l'obstruction, le torrent sanguin, rien ne va passer. C'est ce qui explique la séquestration et la destruction ou encore l'éclatement des globules rouges. Et dans le système de Rossetti, le globule rouge parasité vont s'adhérer avec des globules rouges normaux, parasités, et vont constituer des adhérences. Ces adhérences vont alors être à la base de l'obstruction du vaisseau et éclatement du vaisseau sanguin. Et éclatement de globules rouges et destruction de globules rouges, cette destruction va expliquer l'anémie. On va pouvoir dire que cette anémie s'explique par trois mécanismes. On a vu, ici il y aura obstruction, séquestration, le torrent ne va plus circuler, le vaisseau vont s'éclater. En s'éclatant, ça sera détruit. Et ces vaisseaux détruits iront au niveau de la rate, ce qui explique la splénomégalie, pas seulement pour les cnops, mais aussi pour l'auto-agglutination et également système de Rosette. Cnops, auto-agglutination, Rosette, ces trois mécanismes vont se mettre ensemble avec comme objectif pouvoir créer des séquestrations. Ces séquestrations vont exprimer ou vont finir par la destruction de globules rouges, et la destruction de ces globules rouges vont occasionner sa réduction, et sa réduction explique l'anémie. Alors, pour ce qui est du système inflammatoire, de l'anémie toujours, par les mécanismes inflammatoires, ces mécanismes inflammatoires, on avait dit, sont beaucoup plus dus aux cytokines. Ces cytokines, dans ces cytokines, on avait cité le TNF-alpha, on a cité les interleukines 1, 2, 3, 10, on a cité interféron gamma. On va beaucoup plus parler de facteurs de nécrose tissulaire alpha, qui y a au moins 4 effets au niveau de l'érythropoïèse. Okay? La première des choses, c'est que ces facteurs vont induire lactose. Lactose quoi? Des cellules génératrices de globules rouges. Ces cellules qui sont censées pouvoir se régénérer ou encore produire de globules rouges vont être détruites. Et par conséquent, on aura dès le niveau central une baisse des cellules censées pouvoir produire des globules rouges. Ce qui veut dire que les globules rouges ne seront pas produits. Par conséquent, plus dans les torrents il y a la destruction, plus au niveau du site de production il y a déficit, cela va expliquer de plus en plus l'expression anémique ou encore déficitaire
de globules rouges. Ce qu'il faudrait savoir que dans l'évolution encore de la production des cellules sanguines, il y a des cellules qui sont pluripotentes, qui ont la capacité de pouvoir se générer soit à des cellules régénératrices ou encore à des cellules non régénératrices. Ces cellules non régénératrices sont ces cellules qui vont aboutir à la formation des globules rouges et globules blancs qui seront éjectés au niveau du torrent. Par conséquent, les cellules régénératrices, ce sont les cellules qui vont commencer à se multiplier pour pouvoir donner naissance aux cellules finales. Si le facteur tumoral occasionne l'apoptose, c'est-à-dire la destruction, ainsi donc on aura une mort prématurée du globule rouge, ainsi la production de globules rouges sera déficitaire. Par là, on peut comprendre qu'au cours de l'anémie ou au cours du paludisme, on peut y avoir des formes d'anémie en raison du taux de réticulocytes et les mécanismes qui expliquent. Le mécanisme mécanique va se dérouler au niveau du torrent, ce sera périphérique. Tandis que l'apoptose de ces cellules génératrices des globules rouges sera centrale. Ce qui fait en sorte qu'on peut avoir une anémie périphérique avec le taux de réticulocytes supérieur à 120 000, tout comme on peut avoir le taux de réticulocytes qui sont bas. Le taux de réticulocytes, c'est un stade intermédiaire. Le réticulocyte, c'est un stade intermédiaire au cours de l'érythropoïèse. Plus c'est bas, plus on peut comprendre qu'il y aura moins de globules rouges. Plus le réticulocyte, le taux de réticulocytes est bas, plus on peut comprendre que au niveau de la production centrale, il y a un problème. Ce qui fait en sorte qu'on puisse parler d'origine centrale. Donc une anémie centrale dit exclusivement à l'apoptose des générateurs érythroïdes. En outre, on peut y avoir inhibition de la prolifération. Il va supprimer la capacité de prolifération des cellules souches hématopoïétiques, ce qui se joint à l'apoptose. Okay? Et il peut y avoir aussi, il peut induire l'arsénescence, c'est-à-dire induire les sénescences cellulaires en processus irréversible au vieillissement. Donc, les globules rouges vont vieillir plus vite que dans des situations normales. Dans ces cas, ce mécanisme ne sera pas central, mais ça sera périphérique. Ça peut aussi amplifier l'action de l'interféron gamma. On avait dit que parmi les cytokines, il n'y avait pas seulement le facteur tumoral de nécrose alpha, mais aussi il y avait interféron gamma, tout comme il y avait des interleukines 1, D, 3, 10. Mais le facteur tumoral alpha va en outre amplifier l'action de l'interféron gamma et cette action va non, je m'excuse, c'est l'interféron gamma qui va amplifier le facteur tumoral alpha pour renforcer ses effets inhibiteurs au niveau de l'érythropoïèse et se joindre soit à l'induction de la sénescence ou encore à l'activation de l'apoptose ou inhibition de la prolifération. Ces trois mécanismes, je m'excuse, ces deux mécanismes inflammatoires et centrales vont expliquer l'anémie. On a dit que cette anémie peut être d'origine centrale lorsque la cause concerne le site de production de globules rouges, entre autres, soit par l'activation de l'apoptose de ces cellules génératrices ou encore par la prolifération de l'inhibition de la prolifération de ces cellules génératrices, avec comme élément paraclinique le taux bas des réticulocytes. On a dit, c'était quoi le réticulocyte? Deuxième origine, ça peut être d'origine circulaire. Pourquoi d'origine circulaire? On avait vu la cytoadhérence. En outre de la cytoadhérence, on a aussi l'induction de la sénescence. L'hypoglycémie va s'expliquer par trois mécanismes. Premièrement, le parasite, au cours de son cycle, a besoin de glucose pour évoluer.
C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le facteur de nécrose tumorale aura un effet négatif sur la néoglycogénèse. Par conséquent, on n'aura pas formation de la glycogénèse, des glycogons. Okay? Et si longtemps qu'il n'y en a pas formation, il y aura baisse. Et en outre, les réserves qu'on avait seront épuisées. Ces trois mécanismes rassemblés expliquent l'hypoglycémie rencontrée au cours du paludisme. Qu'en est-il des convulsions? On avait dit qu'en amont, avec la cytoadhérence, il y avait la séquestration et que le vaisseau était obstrué. Ainsi donc, il ne pouvait plus circuler. Et en aval, il y aurait absence ou encore une hypoxie. Ainsi donc, l'obstruction du vaisseau sanguin et la réaction inflammatoire qui s'ensuit de cette obstruction dit la cytoadhérence, soit par auto-agglutination, rosetine ou Kinops, vont perturber l'apport des sons et d'oxygène au niveau du cerveau, et cela va entraîner une inflammation et dommage du tissu cellulaire. Cette perturbation due à l'obstruction et aux réactions inflammatoires va favoriser un mécanisme aérobique. Pourquoi? Par privation de l'oxygène. Et partant de ces mécanismes anaérobiques, on aura la production de l'acide lactique. L'acide lactique va occasionner un état d'acidose. L'acidose en soi va altérer le système nerveux central et exposer à des convulsions ou encore au coma. L'atteinte du cerveau peut provoquer des symptômes, comme j'en ai dit, qui sont graves, des troubles de conscience, des convulsions et coma. On peut alors pouvoir expliquer cela en soi. On est au niveau de l'encéphale, rosetine, on peut comprendre ça, c'est Kinops, rosetine et puis auto-agglutination vont constituer une obstruction au niveau capillaire, ce qui fait en sorte qu'après l'obstruction, on aura moins de sang, on aura moins d'oxygène. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a un seul globule rouge là, tous les globules rouges sont de l'autre côté. Et du fait qu'il y a moins d'oxygène, il y a moins de globules rouges. Or, ce sont des globules rouges qui apportent l'oxygène. Par conséquent, on aura moins d'oxygène et le milieu devient aérobique avec comme production du lactate, de glucose, qui devait normalement donner l'ATP, va donner lactate, et lactate va nous exposer à une acidose. Et cette acidose, avec production de différentes molécules, on aura aboutir à des troubles ou encore à la perturbation du système nerveux. Ok? Et cette perturbation du système nerveux va s'expliquer par différents mécanismes, tant inflammatoires avec les cytokines que mécaniques comme la cytoadhérence, et aboutir à ce qu'on a appelé des perturbations. Des perturbations pouvant être vont s'exprimer soit par les convulsions ou encore par les coma. Pour ce qui est du choc, le mécanisme du choc dans le plasmodium grave, notamment Plasmodium falciparum, comme on en avait dit, implique une réaction inflammatoire excessive. On avait dit que la réaction inflammatoire, elle est due aux cytokines. Deuxièmement, la sécrétion de globules rouges parasitaires dans le petit vaisseau sanguin, liés par la cytoadhérence, qui vont causer une ischémie tissulaire. On a vu précédemment avec le mécanisme qui explique les convulsions, comment survient cette ischémie tissulaire, et l'hypovolémie dit à la perméabilité vasculaire accrue. Pourquoi accrue? Parce qu'il y aura production de l'oxyde d'azote. L'oxyde d'azote, c'est une molécule vasodilatatrice qui va occasionner la vasodilatation, qui va augmenter la perméabilité vasculaire et une oxydation. Ok? Ces trois mécanismes, réaction inflammatoire dit aux cytokines, séquestration de globules rouges
par la cytoadhérence et l'hypovolémie vont mener à une réduction tissulaire et un apport insuffisant d'oxygène au niveau des organes. Ainsi donc, on peut aboutir à un dysfonctionnement cellulaire et organique. Si ce dysfonctionnement cellulaire et organique est prolongé, alors on aura une défaillance irréversible et c'est ce qui peut associer un taux élevé de mortalité. Toutefois, il existe plusieurs signes qui expliquent en réalité ce qu'on peut avoir. On avait parlé de la prostration ou encore des troubles de conscience. L'anémie chez les enfants de 12 ans, une hémoglobinurie, tout comme ça. On avait parlé de multiples convulsions avec un état d'acidose. On a vu comment tout ce qu'on aboutit à cette acidose. La détresse respiratoire peut s'expliquer en raison de l'hypovolémie, tout juste ou tout comme en raison que cette reproduction ou la phase érythrocytaire peut se dérouler au niveau des capillaires pulmonaires. Ça peut expliquer. Il peut y avoir même de l'œdème pulmonaire avec l'hyperlactémie, l'état d'acidose. Il peut y avoir des collapsus circulatoires. En cas d'insuffisance rénale, on peut comprendre pourquoi l'insuffisance rénale. On a dit en cas de choc, il y aura une défense. Il peut y avoir des signes comme de l'ulcère en raison de cette destruction. Il peut y avoir hémoglobinurie parce que l'hémolyse est intravasculaire. En plus des symptômes ci-dessus, le patient qui présente une ou plusieurs complications suivantes doit être hospitalisé. Cela veut dire quand hospitalisé, un patient faisant le paludisme. Premièrement, le paludisme est grave pour le forme ou pour le terrain qui expose à des formes de gravité. On en avait cité. Deuxièmement, en cas de conditions ou altération de la conscience, y compris les comas, on doit hospitaliser. En cas de convulsion, on doit hospitaliser. Prostration, détresse respiratoire, choc, ictère, avec ces différentes expressions cliniques, on doit hospitaliser. On avait dit que dans cette partie, on devait aussi parler en outre de la forme ou encore de certaines spécificités pédiatriques. On ne va pas vraiment parler en soi en détail de ces formes, mais ce qu'on peut connaître et maîtriser, il existe trois formes ou trois spécificités pédiatriques. La première, c'est qu'on peut y avoir le paludisme forme anémique. Quand on parle du paludisme forme anémique, lorsque vous avez l'hémoglobine inférieure à 6 grammes par décilitre. On peut avoir des formes respiratoires quand lorsque vous avez un syndrome de détresse respiratoire plus aucun bruit anormal s'y rajouter avec une radiographie du thorax qui est normale. On peut y avoir la forme neurologique où on parle du neuropaludisme dont l'élément pathognomonique est une rétinopathie malarienne. Au fond, on peut y avoir édème papillaire, on peut y avoir hémorragie. Et pour ce qui est de la paraclinique, pour pouvoir arriver à poser les diagnostics du paludisme, on a besoin de certains éléments. Certes, on peut s'orienter avec la clinique, mais on a besoin de certains éléments. En premier lieu, on peut faire la goutte épaisse ou encore le frottis sanguin ou le frottis mince. Chacun de ces éléments a une spécificité. La goutte épaisse permet une concentration de parasites. Ok, c'est juste une réaction. On va prendre goutte, on va voir au niveau du microscope pour pouvoir voir le nombre de parasites par microlitre de sang. Okay? Cet avantage est contrebalancé par la nécessité de bien sécher la goutte de sang, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs choses. Et avant de pouvoir faire ceci, on peut faire test rapide TDR qui est spécifique avec le Plasmodium falciparum. Avec le frottis sanguin, on arrive à pouvoir identifier l'espèce en cause ainsi que d'autres. Okay? Puisqu'en dehors du genre Plasmodium, il existe d'autres sporozoïdes. On peut faire TDR
j'en ai dit, qui était beaucoup plus pour le falciparum. On peut faire l'hémoglobine pour orienter, voir, avoir l'idée si la répercussion sanguine de son cycle évolutif. On peut faire la glycémie. Alors, parlons à présent de la prise en charge et évolution immunitaire. Comment traiter le paludisme? D'abord, ce qu'il faut comprendre et connaître, le traitement du paludisme s'oriente soit en raison de sa gravité ou certaines présentations du patient. Pour ce qui est du paludisme grave, l'OMS se recommande l'artésunate avec petite dose. Pour les sujets de moins de 20 kg, on va donner 3 000 grammes par kilo. Pourquoi? Parce que les sujets de moins de 20 kg, encore beaucoup plus chez les enfants, la plus grande quand leur poids est constitué à plus de 70% de l'eau, ok? Ils ont beaucoup plus d'eau dans le système, dans le compartiment extravasculaire, ce qui fait en sorte que l'artésunate sera de plus en plus dilué. Et chez le plus de 20 kg, il est recommandé de pouvoir donner 2,4 mg par kilo. Alors, si l'artésunate n'est pas disponible, on peut prendre l'artéméter qui se donne en EM dans la face antérolatérale de la cuisse. Il ne faut jamais administrer en IV. Et la dite, tout comme l'enfant, c'est 3,2 mg par kilo à démission, G1. Puis on va descendre 1,6 une fois par jour. Okay? L'administration de nos liquides est dépendante ou est par contrôle ou supervisée par un professionnel de la santé. Ce n'est pas à vous de pouvoir vous administrer. Si vous vous administrez, cela n'engage que vous-même par cette vidéo. Et comment donner l'artésunate? On donne l'artésunate à l'heure initiale, à la 12e et à la 24e heure. Okay? On doit respecter ceci. Le but, c'est qu'on essaie tout justement de transformer le paludisme qui est grave en forme simple. C'est ça l'objectif. Et pour atteindre cet objectif, on le fait dans le 24 premières heures, okay? De l'admission ou encore du début du traitement. Et dépasser le 24e heure, on peut soit continuer ou faire le relais avec les ACT. Et on va faire le relais les ACT si le patient a la possibilité de pouvoir boire et si cela ne lui pose aucun problème. Cela veut dire, en cas par exemple de vomissement, il ne va pas boire. Quand il y a un coma, il ne va pas boire. Quand vous faites une densité parasitaire, vous vous rendez compte qu'il y a une forte parasitémie. Il ne va pas aussi faire, on va pas aussi faire le relais. Donc, avant de faire le relais, il faut que le patient soit capable de pouvoir boire, qu'il n'y ait pas de coma, que vous soyez d'accord que la densité parasitaire est le moindre par rapport à votre examen de départ. Si ces trois conditions sont respectées, on peut alors passer à la forme péros avec faire le relais avec une combinaison thérapeutique à barre d'artésinie, ACT. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a les vomissements, le patient est en coma, où il y a toujours cette forte parasitémie, on peut continuer, mais cette fois-ci, on ne va pas faire après 12 heures, comme on en a fait H0, H12, H24, mais ça sera H48, H62. C'est-à-dire, on donne 3 doses dans le 24 premières heures. De passer les 24 premières heures, on va commencer à donner une dose dans les 24 heures. Pourquoi? C'est en fonction de la demi-vie. Et pour ce qui est de l'actéméter, on en a dit, les doses, on n'en revient pas. La quinine réservée exclusivement dans le milieu hospitalier et pour des formes plus spécifiques que je me réserve de pouvoir en décrire ici. Et pour ce qui est du paludisme simple, on va utiliser des combinaisons thérapeutiques à base d'artésunine et qui va se donner en raison du kilo. Pour ceux des 0 à 15, on va leur revenir. Donc ici, c'est différentes formes de combinaisons
Parmi ces formes, on a la combinaison artéméter lumefantrine, c'est ce qu'on va exploiter ici. Et pour des sujets pesant 5 à 14 kg, on va utiliser une combinaison dosée à 20 mg pour l'artéméter, à 120 pour l'artésine, le lumefantrine, ainsi de suite. Pour ce qui est des 10, 14 à 24, 25 à 34 et supérieur à 34 à 35 kg. Alors, pour faire le relais, après la dernière dose de l'artésine, vous devez attendre 24 heures et vous prenez, lorsque vous prenez pour le premier jour de votre relais, à l'heure initiale, la deuxième dose, vous allez attendre 8 heures. Le jour suivant, vous prenez un comprimé le matin, un comprimé le soir, en raison de votre kilo. Alors, on peut nous dire, pour ceux qui sont de 5 à 14 kilos, vous pouvez prendre un comprimé pour 120 à 120, 20 à 120, un comprimé, ok? Premier jour, à l'heure initiale, 8 heures après. Deuxième jour, un comprimé matin, un comprimé soir, ainsi de suite. On peut comprendre. Pour ceux qui sont des 120, pour ceux qui sont des 14, des 15 à 24, ils vont prendre normalement la combinaison des 40 et des 140. Si vous n'avez pas un ACT dosé à 5 mg, vous pouvez prendre celui des 20 à 120 tout en prenant des comprimés au lieu d'un comprimé. Si vous prenez des comprimés, c'est quand vous avez pris 20 à 20, 20 à 20, qui fait 40, des 140. Ainsi de suite, on peut adapter en raison de molécules ou encore la combinaison qu'on a sur place. Alors, on peut aussi traiter certaines formes symptomatiques, comme la déshydratation, la fièvre, l'anémie, selon les différents éléments présentés par le patient. En cas de déshydratation, il faut d'abord tuer cette déshydratation. Je vous invite, dans ma prochaine vidéo, je vais parler de la gastroentérite et la déshydratation. En cas de fièvre, on peut donner paracétamol. Si anémie, on peut transfuser. Et la transfusion va tenir compte du milieu, bien sûr. Et en cas d'hypoglycémie, on va ajuster le traitement. Soit est-ce qu'il est en coma ou pas, on va voir selon le tableau clinique. Chez le patient inconscient, en urgence, dans l'attente de mettre un abord veiné, on peut utiliser le sucre en poudre sublingual, il peut prendre pour corriger l'hypoglycémie. Le risque d'hypoglycémie majorée chez le patient traité par kiné, ce qui fait en sorte qu'on puisse même administrer kiné perfusion avec les sérums glucosés 5%. La cause ou le pourquoi on verra un peu plus loin. En cas de comment, il faut d'abord doser la glycémie. Il se peut que cela soit consécutif à cette hypoglycémie. Mais fièvre, comment, il faut s'orienter. Il faut exclure d'autres diagnostics différentiels. Par conséquent, il faut faire une analyse ponction lombaire des liquides céphalo-rachidien après ponction lombaire pour voir si... Alors, on avait dit que différents tableaux peuvent se présenter. Nous venons de voir qu'on peut se retrouver face à une déshydratation, tout comme on peut avoir la fièvre. Mais aussi, on avait vu, lorsque nous avions parlé de certains critères de gravité, on avait parlé des convulsions. Et dans ces cas, les convulsions peuvent se présenter ou un malade faisant le paludisme peut vous présenter des convulsions. Et dans ces cas, si vous constatez que votre malade présente des convulsions, ne soyez pas agité. L'une des choses à faire qui pourrait en fait même sauver la vie de votre patient serait tout justement de pouvoir au préalable doser sa glycémie. Pourquoi? Parce qu'en cas d'hypoglycémie, cela peut occasionner des convulsions chez votre patient, tout comme un coma hypoglycémique peut alors faire en sorte que votre patient ait une conscience ou ait un état de conscience quasiment déprimé ou altéré. Mais en dehors de la glycémie, la fièvre également peut occasionner des convulsions, surtout lorsqu'elle dépasse 39 degrés Celsius. Lorsque votre malade vous présente un tableau de détresse respiratoire,
cela peut s'orienter par rapport à sa respiration. Sa respiration peut être rapide et difficile, et dans ces cas, l'auscultation pulmonaire est primordiale. Elle vous permet de pouvoir orienter votre diagnostic, soit par les crépitations. Lorsque vous attendez, vous avez eu des crépitations à l'auscultation, pensez premièrement à un édème aigu du poumon, et dans ces cas, cet édème est lié peut-être à une surcharge hydrique. Par conséquent, vous devez administrer furosémide afin de pouvoir éliminer cette surcharge hydrique. La respiration, si elle n'est pas rapide, difficile, elle peut être profonde ou lente. Et dans ces cas, pensez beaucoup plus à une acidose métabolique. Alors lorsque vous pensez à une acidose métabolique, pensez aussi en premier lieu de chercher le signe de déshydratation et pouvoir corriger cette déshydratation si elle existe. Non seulement la déshydratation peut être la cause, mais aussi l'anémie peut aussi être la cause. Si possible, orientez mieux vos bilans paracliniques. En cas de oligo-anurie ou encore d'insuffisance rénale, nous avons vu qu'en cas de choc, il y avait cette hypoperfusion ticillaire. Cette hypoperfusion ticillaire, aussi bien organique, a entraîné, si cela durait aussi bien longtemps, des défaillances organiques. Et cette défaillance organique peut avoir des répercussions au niveau de votre rein et vous exposer à une insuffisance rénale aiguë. Et l'expression clinique de cette insuffisance rénale aiguë sera rien d'autre qu'une oligo-anurie. Et dans ces cas, il serait souhaitable premièrement de chercher une déshydratation si elle existe, sans pour autant, et rien ne vous empêche, c'est d'ailleurs souhaitable que vous puissiez mettre une sonde urinaire. Lorsque vous réhydratez votre malade, vous allez aussi surveiller ou mesurer sa diurèse afin de pouvoir comprendre si réellement cette diurèse est normale pour pouvoir éliminer une insuffisance rénale. Bien sûr, aiguë ou l'expression est oligo-anurie. On avait vu en conclusion différentes modalités ou encore différentes molécules qu'on a pour pouvoir traiter le paludisme dans sa forme grave. On pouvait se servir de l'artésunate qui peut se donner en IV ou encore en IM. Si vous n'avez pas l'artésunate, vous pouvez donner artéméter, tout en sachant que l'artéméter ne peut que se donner en étrange musculaire. Pour ce qui est de la quinine, on se réserve. Pourquoi? Parce que son usage est réservé pour le milieu hospitalier. Et il y a aussi bien des indications bien précises. Pour différents tableaux que nous venons d'évoquer, différentes prises en charge peuvent exister. Pour ce qui est de la fièvre, vous pouvez procéder aux moyens physiques en enveloppement humide. Par défaut, donner votre paracétamol. En cas de condition, s'assurer que les voies aériennes sont libres, sécurisées et placez votre patient en débucutis latéral de sécurité. Par défaut, on peut donner des diazépams. Si le diazépam est contre-indiqué en raison du terrain de votre patient, passer avec le phénobarbital. Ainsi, différentes manifestations peuvent exister. Partant de ces manifestations, vous pouvez mieux orienter votre prise en charge. Je vous dis merci et on se retrouve prochainement pour parler de la gastro-entérite et déshydratation.